Le pétrel noir, c'est un genre différent du genre de pétrel de Barrow, c'est un Pseudobulveria. Il reste uniquement 4 espèces dans le monde de ce genre-là, et il y en a une seule dans l'océan Indien, et c'est la nôtre, c'est celle qui est endémique de la Réunion. L'urgence, enfin, c'est même grave, c'est qu'on peut limite pas vraiment les quantifier, parce qu'on ne sait pas où ils nichent. On sait qu'il y en avait dans les hauteurs de l'île. On trouve des terriers reliques pour l'instant, des vieux terriers. Donc là, on part de vraiment très loin. C'est vraiment une espèce qui justifie le fait qu'elle soit en danger critique d'extinction. Pour la toute première fois, de gros moyens humains et financiers sont mis en place pour tenter de sauver cette espèce. Alors, le programme LIFE, c'est la dernière chance pour le pétrel noir. Même, certains disent que peut-être qu'il arriverait même trop tard, mais bon, on a tous envie d'y croire et on va faire tout ce qu'on peut pour le sauver. C'est une des espèces considérées parmi les 15 espèces les plus rares au monde et surtout les plus difficiles à conserver. On est dans un contexte depuis une centaine d'années d'érosion très rapide de la biodiversité. Si on arrive à préserver l'espèce, je pense qu'on arrivera à préserver la Réunion. C'est un enjeu. Je dirais l'enjeu, il est là-dedans. Le mystère du pétrel noir de Bourbon commence il y a plus de 2 siècles. Aux côtés du célèbre explorateur Philibert de Commerson, le dessinateur Paul Jossigny esquisse en 1771 un étrange oiseau noir. Bien plus tard, l'ornithologue Charles-Lucien Bonaparte décrit officiellement cette espèce. Quelques spécimens sont inventoriés à la fin du 19e, et puis plus rien. Le pétrel noir de Bourbon est considéré comme une espèce disparue. Mais dans les années 1970, 2 oiseaux sont découverts. Et puis de nouveau plus rien. 20 ans passent, le sujet se tasse, jusqu'à l'observation tout aussi inattendue d'un autre individu en 1995. L'affaire est réouverte. 1997, création de la CEOR, des campagnes de sauvetage sont mises en place pour les oiseaux qui s'échouent en nombre à cause des éclairages publics. Et dès lors, des pétrels noirs de Bourbon sont régulièrement recueillis. Cette fois, c'est sûr, ils nichent encore sur l'île. On n'avait aucune info à cette période-là, uniquement des données vraiment parcellaires grâce au réseau de sauvetage qui récupérait quelques oiseaux échoués chaque année, mais on n'en savait vraiment que très peu de choses à cette époque-là. Des expéditions sont initiées par des naturalistes bénévoles avec l'appui de la Brigade Nature Océan Indien, du Parc National et de la CEOR. Un plan national d'action est rédigé en 2012. Verdict, l'espèce est en danger critique d'extinction. On sait qu'ils ne pourront pas tenir longtemps face aux prédateurs introduits. On sait qu'ils nichent sur des falaises escarpées. Mais où ? Mystère. Le temps presse et l'énigme résiste à l'ensemble de la communauté qui ne dispose que de très peu d'indices. Les indices, c'est essentiellement les activités vocales des pétrels noirs. Les oiseaux rentrent la nuit, en pleine nuit, donc déjà on ne les voit pas. Mais les oiseaux qui sont en train de rechercher un partenaire pour la reproduction, eh bien, ils vont vocaliser énormément. Ils vont faire un cri qui est propre à l'espèce. Donc la CEOR a mis en place des enregistreurs automatiques ou même des personnes qui écoutent la nuit et qui ont cartographié tous les champs de pétrels noirs. Donc c'est ce qui a permis de faire une carte de « Ah, c'est probablement dans ce coin-là de Grand Bassin qu'il y a peut-être la dernière colonie de pétrels noirs ». Des prospections nocturnes au fond des ravines autour de Grand Bassin m'ont amené à enregistrer un premier cri de pétrel noir fin décembre 2001. Et l'aventure a commencé comme ça. Je suis allé voir les habitants de Grand Bassin en leur faisant écouter un enregistrement que j'avais réalisé. Et à ce moment-là, ils m'ont parlé de la Timise. Ici, à Grand Bassin, on le nomme la Timise. À La Réunion, les oiseaux marins, par leurs cris mystérieux et leurs activités nocturnes, ont alimenté nombre d'histoires et de souvenirs. Pour nous, la Timise, c'est une bébête. Un soir, moi et mon mari, on était à l'intérieur, on allait dormir. On avait déjà fermé les portes et tout. Et puis on entend comme un cri de bébé dehors. Lui, il voulait sortir. Et moi, je dis non, Christian, ça c'est dehors, il n'y a pas de bébé. À Grand Bassin, il n'y a pas de bébé, donc tu sors pas. C'est pas que j'avais peur, mais je voulais pas braver l'inconnu, quoi. À un
mon papa, à chaque fois, il disait que quand Zati montait, là, c'était incroyable. Zati, avaient peur, mais peur, parce que Zati entendait une affaire en dessous de sa tête. Il y a 1h du matin. 2 heures étaient parés pour aller avec le panier sur la tête pour passer son temps à pied. Il montait avec le fanal et le Timise était attiré par cette lumière. Ben, il faisait peur à ça parce qu'ils cherchaient, ils regardaient la nuit et ils voyaient rien. Les gens ils disent c'est de la Timise, moi pas sorti pour voir. Hein. C'est comme un enfant qui pleure ou bien c'est comme un cheval qui hennit. Mais qui hennit fort même. Hein. On a 2 qualités de cri, le bébé ou le hennissement. Le coutume, il disait que c'était comme un canard, un gros canard, qui était attiré par la lumière. Le monde dit comme ça, c'est un oiseau, mais je ne connais pas, moi, puisque quand lui attend rien de moins de 9 ans pour crier. La mère de la mère Cale, la Timide, je ne sais pas quoi, j'ai déjà trouvé ici, il y a encore. Ça fait partie de notre richesse, de notre patrimoine à nous, à l'île de la Réunion, aux habitants. Vous êtes venus pour un événement qui s'intitule La Timise. Quelle heure il est? C'est un lien fort entre biodiversité, donc patrimoine naturel, et patrimoine culturel. Et on a voulu mettre vraiment ça en valeur, à la fois pour faire du recueil un peu de mémoire, c'est-à-dire d'aller voir les gens qui nous parlent de la Timise et des histoires qu'ils avaient de leur enfance avec ce cri qu'ils entendaient, de leur montrer que c'était au final un oiseau très rare qui est effectivement niché quasiment que dans leur zone, donc vers Grand Bassin. Qui sont encore dans leur taille. Peut-être que tu peux tourner un peu pour voir. C'est impressionnant. Donc c'est quelque chose de très important parce que ces 2 espèces devraient être emblématiques de la Réunion. C'est pas le paillanqueux qui est par exemple dispersé dans tous les océans du monde, dans toutes les zones tropicales, il ne représente pas uniquement la Réunion. Donc c'est vrai que l'objectif du live c'était de pousser ces 2 espèces à être emblématiques de l'île et que tout le monde s'approprie ces espèces comme une fierté et une richesse de l'île qu'il faut conserver. Attention, apparition du roi Timide qui a bien figué dans son rire. Et là, là madame, là c'est un petit oiseau. Le roi Timide c'est grand zèle, vous êtes d'accord? Et là maintenant, moi, il voudrait voir cette Timise-là. Voir. En vrai? Oui, en vrai. Mais malheureusement, il ne vient plus, c'est fini ça. La Timise n'effraie plus tellement les habitants. Ils ne l'entendent plus. Le projet Life Plus Pétrel naît de cette urgence d'agir pour sauver les 2 espèces endémiques de l'île, le pétrel noir de Bourbon et le pétrel de Barreau. L'Europe s'est engagée à stopper cette érosion de la biodiversité parce que c'est une érosion qui est à 98% provoquée par l'homme. Moi, je pense qu'une des façons de le faire, c'est de procéder au cas par cas, espèce par espèce, notamment dans les hotspots de biodiversité. Un hotspot, c'est quoi? C'est là où il y a à la fois beaucoup d'endémismes, beaucoup d'espèces et beaucoup de menaces d'origine humaine. Donc on est dans un hotspot, donc on a cette responsabilité de stopper l'érosion de la biodiversité. Si le pétrel de Barreau est toujours en danger d'extinction, il a l'avantage d'être mieux connu, notamment grâce à la thèse de Patrick Pinet dirigée par Mathieu Lecor. L'enjeu, c'était d'essayer maintenant qu'on avait plein de connaissances sur le pétrel de Barreau, d'essayer de faire la même chose sur le pétrel noir. Mais on savait qu'il fallait plus de moyens humains et de moyens financiers pour essayer de lancer des actions innovantes, d'utiliser des technologies innovantes. En 2014, tous les partenaires historiques de la conservation du pétrel de Barreau, l'Université de la Réunion, le Parc, la CEOR, l'ONCFS et la BNOI, se fédèrent et obtiennent des financements européens Life Plus. On s'est lancé dans l'aventure du Life Plus avec cette volonté d'acquérir de la connaissance sur le pétrel noir et cet enjeu de faire vite. On estime qu'entre 10 et 50 couples reproducteurs seraient encore présents sur l'île, ce qui fait du pétrel noir l'une des espèces les plus rares au monde. On sait qu'il y a probablement des impacts dus à des prédateurs, les chats, les rats. Quand ils remontent vers leur terrier, ils sont probablement, comme les pétrels de Barreau, attirés par les lumières artificielles. On constate chaque année une augmentation régulière du nombre d'oiseaux qui se retrouvent échoués dans les zones urbaines. On a une augmentation de quasiment 6% par an du nombre d'oiseaux qui s'échouent et surtout qui sont récupérés par la population. Chaque année, environ 900 pétrels de Barreau, échoués à cause des lumières, arrivent ici au centre de soins de la CEOR. Pour les pétrels noirs, c'est entre 0 et 4 par an.
Des chercheurs ont creusé la question et il semblerait qu'en fait l'immaturité du système visuel des pétrels joue en leur défaveur et au moment de leur premier envol, ils n'arrivent pas probablement à focaliser complètement leur environnement. Et en gros, lorsqu'ils survolent une zone fortement éclairée comme peut l'être un centre urbain ou un stade, ils se retrouvent rapidement éblouis, ils vont être attirés, ils vont tourner autour des éclairages, rapidement se fatiguer et tomber au sol ou taper un obstacle, que ce soit un câble ou un bâtiment. Souvent, dans les échouages, c'est des jeunes qui s'échouent, donc ils vont partir en mer pendant au minimum 1 année ou 2, on ne sait pas encore. Et là, c'est un adulte qui s'est échoué, donc il a plus de chances de retourner sur colonie. Donc l'idée de lui poser un émetteur, c'est d'essayer de le suivre en postant des équipes sur le terrain pour essayer de recontacter l'animal et de localiser les colonies. Et c'est le premier défi du projet Life Plus Pétrel. Cofinancé par la DEAL et le Conseil départemental de La Réunion, l'objectif est d'impulser une dynamique d'action jusqu'en 2020 en s'appuyant sur l'engagement fort des acteurs locaux. Voilà, ça y est. Tout ce que fait la CER depuis 1997, ça a aussi bénéficié aux pétrels noirs, puisqu'il y a eu près d'une quarantaine de pétrels noirs qui ont été sauvés par la CER, ce qui est quand même énorme. Là, ce qui nous rassure au final d'avoir cette année deux adultes, ça confirme la présence de cet oiseau sur la Réunion, donc avec des colonies. Sinon, on n'aurait presque pas de traces de présence de cet oiseau. Impossible de sauver le pétrel noir de l'extinction tant qu'on ignore où il niche. Un dispositif inédit est déployé pour trouver les terriers des derniers individus. On a d'abord posé des enregistreurs acoustiques un peu partout sur l'île. Première année, on a enregistré quand même 10 000 heures de son nocturne qu'il a fallu analyser. Ça nous a permis de catégoriser un peu les zones où il y avait présence de pétrels noirs chanteurs. Un outil innovant entre alors en jeu grâce au partenariat avec le parc du Mercantour. Des jumelles thermiques bien spécifiques, utilisées pour la première fois sur des oiseaux marins. Avec la jumelle thermique, ça nous a permis en fait de voir de nuit. Donc on a pu, avec la jumelle thermique, voir les oiseaux se poser. En 2016, on a enfin trouvé une zone où il y avait des pétrels noirs qui chantaient au sol. Donc c'était tout nouveau, on ne connaissait pas les cris et dès que j'ai vu ça, j'ai su tout de suite qu'on tenait quelque chose de bien. Et ça a été très rapide ensuite puisque moins de 15 jours après les enregistrements de cris au sol, on voyait les premiers oiseaux tourner et se poser et 15 jours plus tard, on était sur site. Allez, 10h17, quelque part à La Réunion, on va peut-être sortir le premier pétrel, Christophe. À toi. Premier pétrel noir. On peut observer pas mal de fientes aux abords du Déterrier. C'est toi qui vas le sortir. On va en essayer un autre. Christophe est sur un trou sur lequel il y a 2 prospecteurs au fond inaccessibles. Yes. Voilà mon fils. Pas de chila en main, hein, pas de chila en main. Excellent, yes, putain, depuis le temps qu'on te cherche. On pense à Eric Buffard aussi. Martin, Patrick, Jay, Mathieu Lecor, tous ceux qui ont œuvré, c'est énorme, énorme. On est le 15 novembre 2016 et il est 10h25. La date est historique. Pour les ornithologues du monde entier, les Réunionnais et nombre de passionnés qui se sont aventurés sans relâche sur ces remparts impitoyables. À l'issue de 15 ans d'enquête et de milliers d'heures de prospection, le projet Life Plus Pétrel découvre les premiers terriers du pétrel noir de Bourbon sur les parois de la rivière des Remparts à Saint-Joseph. On vient d'en sortir un deuxième. J'y crois pas, quoi. J'y crois pas. Surtout, t'en trouves pas qu'un, quoi. Là, on est...
Et on a trouvé donc la première colonie le 15 novembre 2016. Et la deuxième, on est arrivé ici en février 2017. Celui-là? Plante-le ici. Ah non, laisse-le là-bas, fais un rebord. Ouais. Ici, on est à Grand Bassin, terre de présence historique du pétrel noir. Cette deuxième colonie est tout autant verticale. La joie de la découverte laisse vite la place à la réalité du terrain. Ah, là, sur le côté, là, à gauche. Quand on a découvert la colonie, on a trouvé 2 œufs et un poussin. Et on est repassé un mois après, ils avaient disparu. Et en fait, vu qu'on est arrivé très tard dans la saison de reproduction pour trouver ces sites, on a eu un succès reproducteur nul. Donc c'est-à-dire il y avait 0 poussins qui ont été produits dans ces colonies, dû à la prédation. On était certes fiers et contents d'avoir trouvé ces colonies, mais on a encore plus pris conscience de l'urgence de la situation. Il fallait absolument mettre des moyens de conservation sur ces colonies. Donc c'est ce qu'on a fait tout l'hiver en fait 2017, où là les sites on a dératisé, déchatisé, on les a sécurisés des prédateurs. Étant donné qu'il n'y avait pas de mammifères sur la Réunion à l'époque, c'est des oiseaux qui sont dits naïfs. Ils vont se laisser faire et si le rat arrive, ils mangent le poussin ou l'œuf et les oiseaux font pratiquement rien. Enfin, ils ne vont pas avoir de comportement de défense. Les équipes identifient rapidement que le rat est ici le principal facteur d'échec dans la reproduction des pétrels noirs. Donc on a maintenant des nouveaux pièges qui sont des pièges néo-zélandais, qui sont des pièges à trépan, où le rat va juste toucher un petit stylet et ça lui fait le coup du lapin en fait. Et donc ça le tue directement, sans produit. On n'est pas obligé de repasser pendant 6 mois et on sait que l'action est effective sur les rats. Le protocole de lutte contre les prédateurs introduits est sensiblement identique à celui élaboré ici sur la colonie de pétrel de barreau du Grand Bénard. Il a permis de diminuer par 10 le nombre de cadavres sur une décennie. En fait, avec les caméras, ça nous permet de surveiller les sites et de voir s'il y a toujours des chats. Effectivement, on n'observait plus de chats depuis qu'on avait mené ces actions-là. Mais depuis, c'est combien de temps? Il y a 5-6 mois. Il y a eu un chat observé et qui a été rapidement capturé, donc il y a combien? 2 semaines. Et après, il y en a un qui est vu encore sur les caméras un poil plus bas. Donc il y en a beaucoup moins qu'avant, mais ça recolonise toujours, quoi. Mais les traces de prédation rappellent que c'est une lutte à mener sans relâche. Un poussin. Et vu les mouches, je pense qu'il est mort. There is a dead chick. Yeah. C'est frais ça? Oui. C'est très frais, ce matin, cette nuit. Hein. Ouais. On a beaucoup diminué la prédation en capturant plus d'une vingtaine de chats ici, même plus depuis 10 ans. Tant qu'il y aura des chats, des déchets au sommet, etc., il y aura de la prédation sur les pétrels. Et là on voit, voilà, ce petit poussin, il n'a pas eu la chance. À cet âge, ils ne sortent pas du terrier. Donc du coup, ça veut dire vraiment que le chat est entré dans ce terrier pour le sortir de là. Il a bouffé la tête, coupé la tête. Oui. Il a bouffé la partie grasse en fait. Oui, exactement. Et du coup une crotte de chat donc, qui confirme ce qu'on a vu plus haut, hein, mais c'est à la fois qu'il y a des chats présents, qui passent du temps. On voit qu'il y a des plumes de pétrel de barreau dedans, clairement identifiables, hein, les plumes du ventre et les plumes du dos. Donc ça c'est typiquement un chat qui a mangé quelques pétrels de barreau. Et une étude a montré justement en ramassant ces fesses que quand ils sont sur colonie, c'est vraiment les pétrels qui sont la proie préférentielle. Et en plus de ça, qu'un chat pouvait tuer environ 90 pétrels par saison de reproduction. À quelques dizaines de chats annuels sur ces sites, ça fait au moins 900 pétrels tués. Donc c'est beaucoup trop. Face à la prolifération continue des chats et des rats, des équipes œuvrent toute l'année sur le terrain. Mais pour être efficace, il faut des actions à l'échelle de toute l'île. Les chats et les rats, donc les menaces des pétrels, ainsi que la pollution lumineuse, ce sont des problématiques qu'il faut régler à l'échelle territoriale. Nous, on agit donc à notre petite échelle sur les colonies en mettant en place des actions de lutte contre les prédateurs, donc contre les chats et les rats. Mais ces actions ne sont rien en fait sans la prise de conscience de la population réunionnaise. Dans le cadre du projet Life+, des campagnes de stérilisation gratuites ont ainsi été mises en place dans 2 communes clés, des communes rurales proches des colonies de pétrel. Alors je suis venue faire stériliser mes 2 chats, pour plus qu'elles fassent de portée la femelle et pour pas que mon chat aille voir ailleurs. En général, 16h30,
C'est comme moi. Ah, on va peut-être rentrer. Ah oui, ben on va aller dedans. Ouais. Un couple de chats en 4 ans peut donner plus de 20 000 chats. Moi, je pense que dans le contexte réunionnais aujourd'hui, ça n'est pas raisonnable de ne pas faire stériliser son chat. On n'a vraiment pas besoin d'en voir davantage sur les routes, quoi. Ces chats vont constituer un réservoir de chats qui, quand il n'aura plus suffisamment de ressources en milieu urbain, va aller manger, va aller chasser en milieu naturel. Et donc, ce sont les chats qu'on va retrouver sur les colonies de pétrels. C'était l'occasion de le stériliser parce que c'est un truc qui coûte horriblement cher. Et vu que là, c'est gratuit, on en profite. Cette action s'est tout d'abord organisée en lien étroit avec les communes. Ils ont mis à notre disposition des médiateurs qui sont passés dans tous les quartiers, faire des enquêtes et demander aux gens s'ils étaient intéressés. Cette campagne de stérilisation vient aussi en appui de celle mise en place par les intercommunalités en investissant les zones de désert vétérinaire. Le budget qu'on avait nous permettait de stériliser environ 200 chats. L'objectif étant de stériliser des chats, mais également de sensibiliser 100% des habitants à la thématique, à la problématique de l'errance animale et à la préservation des pétrels. Du côté des colonies, sur la première découverte à Rivière-des-Remparts, l'équipe fait face à un nouveau problème. On n'a plus de rats sur zone, mais on a par contre on a perdu encore 3 œufs cette année sur les 5 qui ont été pondus. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on suspecte que c'est la compétition intraspécifique entre les oiseaux qui donne lieu à ça en fait. Il y a une trentaine d'oiseaux, malheureusement seulement sur une douzaine de terriers, donc il y a trop d'oiseaux par rapport au nombre de terriers utilisés. Aujourd'hui, l'objectif de la mission est de vérifier si l'unique poussin de cette colonie est toujours là. C'est du hors-sentier. Il y en a pour un bon 2 heures de marche, puis une cinquantaine de mètres de rappel avant d'accéder à la colonie, étant donné que c'est vraiment en falaise. Ils sont vraiment sur des contreforts bien perdus, et vraiment très difficiles d'accès et dangereux, parce qu'il y a pas mal de chutes de pierres sur ces zones. Allez, c'est reparti. Sur les 5 œufs pondus cette saison, 4 ont déjà disparu. Ce serait un drame pour l'espèce de trouver ce terrier vide. Voilà. Ah, je l'entends. Il est encore là. Donc là, on va vérifier le poussin et surtout prendre des mesures, voir s'il est en bon état et comment il se porte. Aussi un adulte. Donc je vais sortir le poussin d'abord. Voilà la bête. Donc ça va, il a l'air d'être en bonne forme et il a un bon poids, je sens qu'il est bien lourd. Donc il a déjà bien les pattes palmées, bicolore, comme son espèce. Par contre, il n'a pas l'air d'avoir encore de... Si, peut-être Voilà, on voit un peu sur les ailes, ça commence à pousser. Donc il est déjà plus gros qu'un adulte pratiquement, il fait 360 grammes. Donc ce qui est normal, ils prennent beaucoup de poids au début. Ils prennent beaucoup de poids au début et ils en perdent à la fin, juste avant le décollage. Donc je tiens, je note. Donc là, ce que tu as dans le petit sac bleu, c'est quand même très précieux, quoi. Bah, ça va peut-être être le seul de l'année sur cette colonie, ouais, donc oui, j'ai un peu la pression là, je tremble un peu, je l'avouerai. Je vais faire vite une mesure du bec. Allez, si tu bouges pas, ça dure moins longtemps. 25. Ces données sont les toutes premières au monde pour un petit pétrel noir de cet âge-là. 56,0. A priori, hop, allez, c'est parti, on remet délicatement. J'essaie de choper l'adulte qui est avec. Voilà. Là, j'ai un adulte. Donc, les grandes ailes du pétrel noir, donc on peut voir une envergure très grande par rapport à son corps. Il fait 33 cm de long. Aïe. Donc les pattes palmées qui va l'aider à redécoller en mer.
puisqu'il ne va pas pouvoir boire, donc il ne va pas boire d'eau non salée, donc il va boire de l'eau salée. Et donc lui, il va excréter le sel par les narines. Et aussi s'hydrater par les palmes. Bon voilà, on va le laisser repartir. Tout le monde est à sa place. Ce qui est positif par rapport à avant, c'est que dès qu'on a un poussin qui éclot, a priori, la plupart du temps, on n'a pas eu d'échec une fois qu'ils étaient nés. Par contre, c'est la phase œuf qui est critique encore, qu'on n'arrive pas bien à comprendre sur cette colonie. Sur la deuxième, ça a l'air d'aller bien mieux que ici, quoi. Donc, mais voilà, comme vous pouvez voir, il y a vraiment c'est un vrai gruyère. Il y a des trous dans tous les sens. Et quand il prendra son premier envol, ce jeune pétrel devra faire face à la deuxième menace qui pèse sur lui, les lumières urbaines. C'est d'ailleurs au plus près du problème, le soir en pleine ville, que les jeunes du lycée Bois-Joli-Potier ont choisi de sensibiliser le public sur les impacts de la pollution lumineuse. Les fameux lampadaires. Alors il me faudrait parmi vous, même vous, le public, quelques lampadaires. Lève bien les mains en l'air. Le pétrel va confondre les lumières avec le reflet des étoiles sur l'eau. En 1996, une étude met en évidence l'impact des éclairages publics sur les échouages des jeunes oiseaux. Un des axes du projet Life Plus Pétrel est de faire fleurir les actions de lutte contre la pollution lumineuse engagées par la CEOR depuis sa création. Le taux de survie d'un pétrel à terre, il est très limité dans le temps. S'il n'est pas récupéré, il meurt de déshydratation, il va être attrapé par des chiens errants, par des chats. Ses chances de survie, elles sont très minimes. Plus de 1500 oiseaux s'échouent chaque année à La Réunion. La survie d'une partie de ces individus dépend alors de la solidarité des Réunionnais, formalisée par la création du réseau de sauvetage de la CEOR et des Nuits sans lumière. En fait, c'était pour vous parler, si tu connais un petit peu c'est quoi les Nuits sans lumière. Les what? Les Nuits sans lumière. Non, pas du tout. Excuse-moi. Excuse-moi. Dis-moi un petit peu c'est quoi un pétrel? Les Nuits sans lumière, un événement créé par le parc, la CCE et la CEOR, commence par une seule nuit d'extinction des villes en 2009 et compte maintenant plus de 25 nuits choisies sur les pics d'envol des pétrels de Barreau. La brigade pétrel nous sensibilise plus de personnes, histoire de faire passer le mot. Et c'est aussi à votre tour de pouvoir faire passer le mot. Quand on parle de pollution lumineuse, il faut savoir que c'est une pollution qui est réversible. Vous appuyez sur le bouton, la lumière s'allume, vous éteignez, la pollution disparaît. Il n'y a pas une réminiscence, c'est une pollution qui s'éteint dès qu'on enlève la cause. Donc on avait proposé ces possibilités d'extinction. Mais on se rend compte que, voilà, il y a des acteurs qui jouent le jeu, parce qu'ils n'ont pas de contraintes particulières par rapport à l'absence d'éclairage, et d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Typiquement, l'activité économique de nuit, surtout à La Réunion, on n'a pas un soleil qui se couche tard la plupart du temps. Ceux qui ont une activité extérieure et qui ont besoin de lumière sont plutôt réticents pour éteindre les lumières. Donc il faut trouver maintenant quelque chose de plus consensuel. Et là, on va réfléchir sur les aspects purement d'éclairage. C'est-à-dire, est-ce que l'éclairage qui est installé là, est-ce qu'il est utile réellement ? Est-ce qu'on n'est pas en situation de suréclairement? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer cet éclairage? Et se pose aussi la question de la transition actuelle vers les éclairages LED. Les LED nécessitent beaucoup moins d'énergie que les ampoules à incandescence pour produire une même quantité de lumière. Mais d'après plusieurs études, ces économies sont en fait investies pour installer encore plus d'éclairage et augmenter les zones éclairées. Éclairer juste, c'est avant tout se poser la question pourquoi on éclaire, mais surtout, est-ce qu'on éclaire à minima? Chaque année, les éclairages s'intensifient, s'étendent et à La Réunion forment une barrière de plus en plus marquée entre les montagnes et la mer. Martin surveille de près cette évolution à l'aide de cartes satellites. On a vraiment une barrière qui n'est pas infranchissable, mais qui provoque quand même pas mal de problèmes. Et typiquement, voilà, vous partez de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Denis, la route du littoral fait un espèce de petit tampon, mais malheureusement c'est pas une voie de passage. C'est vrai que s'ils pouvaient tous s'engouffrer par là, on aurait gagné. Mais voilà, du port à Saint-Joseph,
Tout le littoral et maintenant les hauts avec la planète du Tampon sont très fortement urbanisés et éclairés. Je me mets dans la place de quelqu'un qui est responsable d'un parc d'éclairage urbain. C'est pas simplement changer une ampoule comme chez nous. Quand on part pour de la rénovation d'éclairage, on part sur des programmes de 15-20 ans. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle, lors d'une phase de transition, des mauvais choix sont faits, on repart sur 15 ans, 20 ans de problèmes. Il faut maintenir cet effort de sensibilisation pour qu'on ait le plus de gens qui aient le réflexe de récupérer les oiseaux, mais il faut aussi jouer sur cet aspect lumière. Il faut faire baisser les intensités lumineuses pour qu'on ait moins de problèmes, ou au moins arriver à les recentrer. Et c'est tout l'enjeu de ces travaux de concertation à faire à l'heure actuelle. La Réunion est le seul territoire français à mettre en place une telle action, qui bénéficie aux oiseaux comme les pétrels, mais aussi à des papillons endémiques, aux tortues marines, aux chauves-souris et bien évidemment aux habitants, en limitant l'impact sur la santé et les consommations d'énergie. Je pense qu'un relâché public, ça sensibilise. Et je pense qu'un enfant qui a tenu un pétrel, qui a relâché un pétrel, jamais il l'oubliera. Et ça, la relève de demain, vraiment, ce sont eux. Donc il faut absolument qu'on les sensibilise à leur environnement. Si le pétrel il existe dans 20 ans, ce sera à eux de s'en préoccuper. Le rôle de la population, c'est le premier palier, on va dire. C'est grâce à eux qu'on peut sauver ces oiseaux, parce que s'ils ne les trouvaient pas, le sauvetage servirait à rien. Donc c'est vraiment les acteurs principaux dans le sauvetage des pétrels. Et grâce à ce programme LIFE, on pourra de plus en plus les sensibiliser et permettre de récupérer plus de pétrels échoués. On considère que plus les enfants sont sensibles, sont instruits, connaissent les oiseaux ou même les milieux naturels où ils se trouvent, et plus ils protégeront en fin de compte ces oiseaux et ils sauront comment les protéger. Et ce seront des fabuleux ambassadeurs. Grâce à l'ensemble de ces actions, les résultats sont au rendez-vous pour les deux espèces. Au Grand Bénard et Bras des Étangs, sur les deux colonies de pétrels de Barreau, après 10 ans de suivi continu, le succès de reproduction s'est stabilisé. Comme les jeunes pétrels sont fidèles à leur lieu de naissance, de nouveaux terriers ont même été observés ces dernières années. Le projet LIFE Plus Pétrel a permis d'augmenter le nombre de terriers suivis, soit 326 en 2019, mais aussi d'étudier leur trajet. Des données qui permettront de mieux évaluer les risques d'échouage ou de collision avec les lignes haute tension. Depuis la découverte des colonies de pétrels noirs, une centaine d'oiseaux ont été bagués, dont certains avec un géolocateur. Hop. Donc ça c'est super intéressant, là on va enfin savoir ce qu'ils font pendant la période d'hivernage. Il y a l'air d'avoir pas mal de données, donc je vais pouvoir voir où est-ce qu'ils sont partis, s'ils font des trajets d'une journée, des trajets de 10 jours, des trajets, voilà, et voir les zones de repos. Sans la technologie, on ne serait pas là aujourd'hui, ne serait-ce que pour les enregistreurs acoustiques, les jumelles thermiques. Maintenant on fait des suivis GPS, du GLS, on a des caméras, et ça nous apprend énormément. C'est un pas de géant pour une espèce si rare, si peu connue il y a 4 ans. Mais ces connaissances, indispensables à leur protection, s'obtiennent ici dans une urgence de sauver in extremis le pétrel noir de l'extinction, et donc a fortiori dans l'action. C'est nouveau ça aussi. Une des actions du LIFE un peu innovante et ambitieuse, c'était pour la première fois au monde d'installer une colonie artificielle sur ce genre-là, donc le genre Pseudobulvaria, donc le pétrel noir de Bourbon. On essaye de déplacer les oiseaux sur des zones où nous on va pouvoir maîtriser facilement les prédateurs introduits et aussi faciliter le suivi. Ça c'est un système de repasse qu'on a créé nous-mêmes avec l'aide d'un ingénieur de l'université pour repasser les sondes pétrels pour les attirer au niveau des terriers artificiels. Les seuls objectifs qu'on avait dans le projet LIFE, c'était de l'installer. Parce qu'on sait, avec les échanges d'expertise qu'on a avec nos collègues, que c'est des processus qui prennent du temps, qui prennent 5, 10 ans, pour justement avoir un retour des oiseaux sur ces sites-là, une attraction, une reproduction. Yes, il est revenu encore une fois.
là. Sur le côté, là, à gauche, il y a une tache noire et ça c'est un pétrel. En janvier 2019, soit moins d'1 an après l'installation des colonies artificielles, l'équipe du live se précipite à Grand Bassin. On va essayer de voir, là il y a un oiseau qui est venu 5 jours devant la caméra, donc on va essayer de voir s'il n'est pas dans le terrier. Surprise! Oh. Donc ça montre deux choses. Ça montre qu'on a développé des compétences et qu'on est capable d'attirer ces oiseaux, donc ces pétrels, sur des zones sécurisées. Donc ça c'est vraiment de l'espoir pour la suite, parce que là on va pouvoir vraiment imaginer la conservation, la reproduction sur des sites sécurisés, donc sur du long terme. Mais surtout, ça montre que l'habitat potentiellement favorable pour ces espèces, c'est-à-dire avec peu de prédation, est très inexistant ou presque inexistant à La Réunion. Qu'en fait, ça nous montre aussi qu'il y a une urgence aussi de créer des petites zones comme ça, sécurisées, des sanctuaires, pour protéger l'espèce. Et en plus, l'intérêt, c'est que ça conserve, ces zones-là conservent aussi plein d'autres espèces. C'est bon. Ça, c'est fait. Three or 4 years ago, I would not have been as optimistic as I am now. But I think having seen what the team has accomplished in just 3 or 4 years, finding the colonies, beginning to understand more of the ecology of the species while also doing very successful mammal control in the colonies. They are increasing their breeding success each year. It looks like they're beginning to have some success with their artificial colonies that they're establishing. I think that they have set up a program that, if it can continue to be supported and funded over time, will result in the long-term conservation of again, a species unique to Réunion. It's part of the natural and cultural history of this island. « 2020, c'est la fin du projet et de l'argent du projet de l'Europe en fait. Après, on ne peut pas abandonner, on sait très bien que si on laisse la colonie ici, on repart dans le même débat qu'avant, donc zéro poussin à l'envol. On est obligé de continuer au moins les actions de conservation, donc tout ce qu'on est en train de faire ici pendant 5 ans. Donc a priori, ce sera les partenaires du live, donc la CEOR, la BNOI, le parc et l'université, qui doivent continuer à mettre les moyens pour pouvoir faire les suivis encore pendant 5 ans. Pour connaître une espèce, il faut toute une vie, hein, je vais te dire, mais au moins 10, 15 ans, 20 ans. Une espèce en soi, elle n'a pas de valeur, c'est inestimable. On a même, je dirais, un devoir de protéger ces espèces pour éviter qu'elles disparaissent. Le domaine de la conservation, c'est un domaine un peu émergent, mais on est en train de passer à une étape au-dessus parce qu'on se rend compte de l'urgence de conservation des espèces, des habitats également. Pour moi, il y aura des actions de plus en plus efficaces sur ces espèces-là. Protéger une espèce qui peut sembler futile aux yeux de certains, c'est protéger un indicateur de la qualité de l'environnement dans lequel on évolue. Entre la découverte des premiers terriers à la fin de l'année 2016 et aujourd'hui, 2 ans après, on a des résultats finalement inespérés. Et les études qui ont été conduites dans le cadre du LIFE prouvent que cette espèce détient encore une très bonne diversité génétique, donc ce qui est bon signe pour sa survie. On n'est pas sur une espèce qui est dans une impasse. Il y a ce côté-là qui est très positif et qui fait dire qu'il faut poursuivre les actions de conservation. Franchement, sauver un oiseau aussi emblématique de La Réunion, pour moi, ça n'a pas de prix.
Il n'y a que des messages au contraire d'espoir qui nous montrent chaque jour que cette espèce peut être sauvée.